Bonjour à tous, chers téléspectateurs de Télécole. Nous sommes à la Maison de l'Harmattan où va se tenir la conférence de professeur Souleymane Bachir Diagne, professeur de philosophie à l'Université de Columbia aux États-Unis. Lorsqu'il s'agit de l'éducation, l'équipe de Télécole répond toujours présent. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, comme les nombreux étudiants qui sont dans la salle à l'attente. Et je vous donnerai plus de précisions tout à l'heure. Élèves et apprenants de la Maison de la Sagesse, élèves et apprenants du cours privé Maria Magnas, élèves et apprenants du lycée Maurice Delafosse. Ce sont des remerciements à l'endroit du professeur Souleymane Bachir Diagne, qui, malgré qu'il avait une activité ce matin, a trouvé le temps pour nous rejoindre ici. Ce sont des remerciements à l'endroit du professeur. Ce sont également des remerciements à l'endroit du déclarant responsable, M. Abdallah Loum, qui ne ménage aucun effort pour les activités parascolaires. Des remerciements pour les professeurs de philo ici présents, M. Diouf, M. Mbaye, Mme Silla. Je ne saurais terminer sans remercier Madame Silla pour tout ce qu'elle fait pour l'établissement. Alors, je vais terminer. J'ai lu l'autre jour un auteur qui disait que la véritable éducation consiste à pousser les gens à penser par eux-mêmes. Ce qui nous fait actuellement véritablement défaut avec cette mondialisation, avec l'avènement des réseaux sociaux. Un message ou une vidéo vue sur le net est une vérité. Il n'y a aucun esprit critique. Donc c'est bienvenu d'avoir une rencontre comme celle-là pour mettre en avant la philosophie. Il est fort normal de constater que Souleymane Bachir Diagne est une bénédiction que Dieu a faite au monde en général et au Sénégal en particulier. Il est de ceux-là dont la mission sur Terre est d'être des éclaireurs, des éducateurs. À la place des murs, ils bâtissent des liens pour unir les humains et leur rappeler la seule chose qui est essentielle et qui est la nécessité de faire humanité ensemble dans un monde où le cloisonnement et les crispations identitaires conduisent à la destruction, à l'autodestruction. Je ne vous le cache pas, beaucoup de collègues, surtout de la périphérie, je pense à mon ami Fallou Samb, nous envient. Ce matin, pas plus tard que ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit « Madame Silla, comment faire pour que nos élèves voient le professeur Souleymane Bachir Diagne ?» C'est vrai que, Souleymane Bachir Diagne, pour reprendre M. Badondoy, c'est l'esprit universel. Et l'esprit universel, aujourd'hui, a soufflé sur l'Harmattan. Bon, profitez-en, car ce n'est pas chaque jour. En tout cas, moi, quand je lui envoie même un mail, je suis très, très, très gênée. Je suis très gênée, franchement. Mais, en fait, c'est, disons, l'envie, cette volonté de partager, qui ne me limite pas. Et je pense qu'on a bien fait de l'inviter. En tout cas, je remercie les élèves qui ont accepté de faire cette prestation. Je remercie l'ensemble des collègues qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ça. Je remercie ma grande sœur, Mme Wade, qui est là présente, que j'ai déplacée, qui pleure parce que elle est émue, franchement. Donc, en tout cas,
Donc, vous voyez un peu la dimension humaniste du professeur Souleymane Bachir Diagne. C'est lui qui a la possibilité de regrouper, de rassembler les cultures, de rassembler les collègues. Ce n'est pas seulement une activité de philosophie. Les collègues des autres disciplines sont là, les encadreurs, des élèves même, qui faisaient partie de l'activité. C'était des moments, disons, passionnants. Il y avait une certaine complicité entre nous pendant qu'on répétait ces séances-là. Et à côté, il y a un élève, avant qu'on introduise les membres du présidium, qui va en tout cas conclure cette prestation réservée aux élèves par un poème, si elles peuvent venir nous rejoindre. Après ça, les membres du présidium vont regagner leur place. En tout cas, merci beaucoup. Hommage au professeur Souleymane Bachir Diagne. Dans l'ombre de la nuit, Bachir médite. Sa sagesse infinie en lui habite. Parcourant les chemins de la vérité, il cherche la lumière sans se lasser. Ses pensées profondes comme l'océan inspirent ceux qui l'écoutent attentivement. Sa voix douce et calme nous enveloppe et dans nos cœurs, toujours, il frappe. Bachir, philosophe aux paroles justes, guide nos âmes perdues sans aucune injustice. Les doutes s'évanouissent en sa présence et l'amour et la compassion forment sa quintessence. Dans chaque regard, chaque geste empreint de sagesse, Bachir enseigne la tolérance avec finesse. Tel un phare au milieu des tempêtes, il éclaire nos vies sans en faire la fête. Sage et humble, Bachir inspire le respect. Il nous rappelle que la vraie richesse réside dans la connaissance, la bonté et la sagesse. Et c'est pour cela qu'il est éternellement l'un des nôtres, ici, à la Maison de la Sagesse. Merci. Chers élèves, bonjour chers professeurs de l'école privée Hikma, et aux invités également qui nous viennent des lycées Maurice Delafosse, également des cours privés Maria Magnas, accompagnés par notre ami Papa Bouyembaï. Bonjour et merci de votre présence. Bonjour au professeur Souleymane Bachir Diagne. Également merci d'avoir accepté cette invitation. De venir partager avec nous des éléments de votre pensée. Ce sera avec plaisir et honneur que nous allons vous écouter. Merci également à mon ami Tako, pardon, Tako Soumaré, qui m'a choisi comme étant le modérateur de cette présentation, de cette conférence, si je peux l'appeler comme ça, du professeur Bachir Diagne, à l'intention du public. C'est un honneur et je l'accepte également avec plaisir. Tout à l'heure, Tako
parler de l'émotion qui était la sienne, qui était également la vôtre. Alors que dire de la mienne, moi qui étais assis là, et qui découvrait des aspects de mon travail présentés par mes enfants et petits-enfants, bientôt et déjà, d'une certaine façon. Vous savez, d'abord une petite anecdote. L'université où j'enseigne, l'université de Columbia à New York, compte faire un grand colloque pour me célébrer d'ici 1 an et demi à peu près. Parce que j'ai décidé finalement que ce serait le bon moment pour prendre ma retraite et revenir plus souvent et m'installer plus souvent ici. Et si je voyage, ce sera à partir d'ici et non pas simplement pour venir quelques jours. Inch'Allah, Inch'Allah, c'est ça le plan. Et alors, bon, ça veut dire que dans une grande université américaine qui faisait partie de la Ivy League, je devrais avoir, si Dieu le veut, le bonheur d'être célébré par des intelligences absolument remarquables et mondialement connues. Mais aucune célébration ne dépassera celle-ci. Mes premiers mots, Inch'Allah, ce jour-là, sera de dire « Vous me célébrez et je vous en remercie, mais j'ai été célébré par mes enfants. » Et véritablement, vous ne pouvez pas savoir à quel point cela est important, parce que c'est cela, au fond, qu'on peut considérer comme étant le couronnement d'une carrière d'enseignant. Le poème s'est terminé sur une phrase tout à fait juste, disant que j'étais chez moi, à la maison de la sagesse. C'est doublement vrai. Premièrement, c'est vrai en vertu des droits qui sont les droits du voisin. La Beit al-Hikma, la maison de la sagesse, se trouve évidemment sur l'avenue Bourguiba, comme vous le savez, et ceci est à côté de la maison de mes parents, la maison de ma mère en particulier. Et donc, j'habite à la maison de la sagesse parce que je suis un voisin. Et nous savons quelle est l'importance des droits que le voisin a sur son voisin. Donc, c'est chez moi. Et quand Taco m'invite à venir à la rencontre de mes enfants et petits-enfants qui étudient à la maison de la sagesse, c'est toujours, si je ne dis pas non, c'est toujours parce que c'est vraiment impossible, mais s'il y a la moindre possibilité de le faire, je le ferai, Inch'Allah. Ceci ne sera pas la dernière fois, je l'espère. Et donc, sachez que je me considère comme votre invité permanent. Je vais même me permettre de temps en temps, comme ça, de débouler dans votre école. Et j'associe à ces remerciements les lycées que vous avez invités, le lycée Cheikh Ibrahim Niasse et le lycée Maurice Delafosse. Je suis ravi que vous soyez ici et que vous ayez participé, vous aussi, à cette rencontre et à cette fête. Ce que je vais faire donc, c'est raccourcir mon propre propos pour laisser davantage de temps à vos questions, vos commentaires, parce que je préfère vous écouter plutôt qu'entendre le son de ma propre voix. Et je vais vous parler de la philosophie et de l'importance de la philosophie en revenant sur les paroles de Mme Silla tout à l'heure. Et pour cela, je vais passer par un auteur, un penseur, un activiste également, musulman, dont le nom est connu, Jamaluddin al-Afghani, Jamaluddin Asad-Abadi al-Afghani, qui est un penseur du 19e siècle, puisqu'il est mort à l'orée du 20e siècle. Il est surtout connu pour avoir été le maître, le mentor d'un théologien connu qui a été moufti d'Égypte, qui est Mohamed Abdou. Jamaluddin al-Afghani, en 1884, a fait une conférence en Inde, dans la partie indienne qui était à dominante musulmane, qui est devenue le Pakistan par la suite, puisque nous parlons d'une période où l'Inde était une entité unique. Et dans cette conférence, il a véritablement manifesté une forme de colère philosophique, en disant qu'il est temps que les intellectuels du monde musulman
s'avise de nouveau de l'importance d'un enseignement de la philosophie. Et la colère qui était la sienne était dirigée contre les ulamas de son époque, les savants du monde musulman, à qui il reprochait de s'être rendu aveugle au monde tel qu'il était, alors qu'ils avaient la responsabilité de conduire la communauté des musulmans. En gros, voici ce qu'il leur disait. Vous continuez à lire les mêmes textes, à vous nourrir des mêmes commentaires et à répéter les mêmes phrases sans vous rendre compte que vous ne lisez plus à la lumière des bougies, mais à la lumière de l'électricité, et sans vous rendre compte qu'il y a autour de vous quelque chose qui s'appelle le télégraphe et qui est en mesure de transporter des pensées d'un bout à l'autre de la Terre en une fraction de seconde. Bref, ce qu'il leur disait, c'était la chose suivante. Vous ne pouvez pas vous considérer comme des penseurs, et vous ne pouvez pas considérer que vous avez rempli votre responsabilité d'éducateur vis-à-vis du monde musulman si vous ne connaissez pas le monde tel qu'il est et si vous ne pensez pas à la direction de ce monde où il va. Et, leur disait-il, il est nécessaire pour cela, pour que vous soyez de nouveau en connexion étroite avec la mission qui doit être la vôtre, il est nécessaire que vous contribuiez avec moi à développer dans nos sociétés l'enseignement de la philosophie, l'enseignement de cette sagesse, cette hikma qui a donné son nom à votre école. Alors, pour expliquer d'où venait Al-Afghani et ce qui était le sens de sa colère et de son appel à une revitalisation de la pensée philosophique dans les sociétés musulmanes. Al-Afghani était chiite. Pendant très longtemps, il est passé pour un sunnite en considérant que son nom, Assadabadi, venait du village de Assadabad, censé se trouver en Afghanistan, d'où son surnom de Al-Afghani. Mais en réalité, le Assadabadi où il est né se trouvait en Iran et il était chiite. Ceci, je le signale parce que normalement, ça n'est pas important qu'il soit sunnite ou chiite, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est simplement que justement, lui-même ne voulait pas que son activité politique, parce qu'il était anticolonialiste, que son activité politique et son appel aux différentes sociétés musulmanes pour qu'elles renouent avec leur propre modernité et pour qu'elles renouent avec le principe de leur mouvement, il ne voulait pas la distraction de la division en sectes, qu'on puisse dire « ah, il est chiite, il est sunnite », etc. C'est la raison pour laquelle il a caché tout le temps cette identité chiite. Mais il est important quand même de parler de cette identité chiite parlant de la philosophie, parce que le monde chiite, à la différence du monde sunnite, a toujours conservé une tradition d'enseignement de la philosophie en tant que telle. Et c'est la raison pour laquelle lui-même était passé par cette école de l'enseignement de la philosophie au moment où il s'adresse à ces ulamas de l'Inde. On a toujours considéré que la philosophie s'était arrêtée avec la mort de Averroès en 1198, donc au XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle. Ça n'est pas vrai. Personne ne peut décréter la mort de la philosophie. Le questionnement philosophique, par définition, même s'il n'est pas l'objet d'une discipline qui s'appelle philosophie, est toujours présent dans nos propos dès lors que l'humain réfléchit à la signification de sa propre humanité et réfléchit à un certain nombre de questions importantes. Donc il n'est pas question d'abolir la philosophie, mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir du XIIIe siècle, en effet, dans le monde sunnite, il y avait très peu d'enseignements qui s'appelaient philosophie et qui se dispensaient comme philosophie, alors que dans le monde chiite, ceci avait continué. C'est donc de ce monde-là et de cet héritage que Al-Afghani était le représentant. Mais il n'appelait pas le monde musulman à simplement accepter l'enseignement de la philosophie tel qu'on pouvait le trouver dans le monde chiite, parce que cet enseignement, lui aussi, était un enseignement totalement sclérosé. Et dans cette conférence qu'il a donnée en Inde,
il appelait les savants musulmans à non plus simplement étudier Aristote, parce qu'Aristote faisait partie du bagage naturel d'un intellectuel musulman, à ne pas simplement étudier Aristote, mais à étudier également Kepler, Copernic, Newton, et il aurait, s'il l'avait connu, mais à ce moment-là, ça n'était pas encore le cas, il aurait parlé de Newton, de Einstein, si la relativité avait été là. Vous savez que la relativité n'arrive qu'en 1905, donc il ne pouvait pas la connaître. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? D'abord, pour dire que l'interrogation et la colère de Al-Afghani doivent toujours continuer à être la nôtre. L'exigence de penser le monde tel qu'il est, l'exigence du savoir aujourd'hui pour mieux encore comprendre notre religion doit être la nôtre. Lorsque notre ami M. Camara a indiqué tout à l'heure comment la Maison de la Sagesse réussissait à tenir la balance entre un enseignement en français et un enseignement de l'islam, ceci réjouit le cœur de tous parents. Vos parents qui vous ont mis dans cette école, voilà ce qu'ils cherchaient et voilà ce que cette école vous offre. La compréhension que le savoir n'est qu'un point. Le savoir peut se décliner dans une langue donnée, se décliner dans une autre langue, mais c'est toujours le même savoir. C'est-à-dire le savoir de ce que signifie notre propre humanité et ce que signifie vivre en intelligence avec notre monde, vivre en intelligence avec les autres, et en particulier vivre en intelligence avec cet autre, avec un A majuscule, qui est le Dieu qui nous a créés. Il ne s'agit au fond que de cela, dans toute forme de connaissance possible et imaginable. Et c'est donc l'importance qu'il faut accorder ici à cette discipline de la philosophie dans des sociétés comme les nôtres, parce que, disait Al-Afghani, ça aussi c'était un aspect de son propos, il estimait que la philosophie était le centre autour duquel s'organisaient les disciplines. Il est passé le temps où on disait que la philosophie était la mère de toutes les disciplines. Lorsqu'on disait d'ailleurs philosophie, on entendait parfaitement aussi astronomie, arithmétique, géométrie, médecine, toutes les sciences possibles et imaginables. Il n'en demeure pas moins que l'esprit philosophique ne se laisse pas enfermer dans la seule discipline appelée philosophie. L'esprit philosophique est un esprit qui doit animer toute notre démarche d'acquisition des savoirs. Et c'est la raison pour laquelle dans notre monde francophone, et ça c'est un bel héritage que nous avons du système d'enseignement français, l'enseignement de la philosophie est un enseignement terminal. On fait toujours de la philosophie lorsqu'on est en classe terminale, y compris lorsqu'on est dans des sections que de mon temps on appelait C et qu'on appelle maintenant S. Et pourquoi est-ce que c'est important cet enseignement de la philosophie? Parce que normalement, ça vous donne une certaine disposition, une certaine posture dans l'existence et une certaine posture vis-à-vis de toutes les connaissances que vous allez emmagasiner par la suite. Qu'il s'agisse d'aller faire de l'informatique, qu'il s'agisse d'aller faire de l'agronomie, des sciences naturelles, de la médecine, etc. Cet esprit philosophique qui est censé vous être, auquel vous êtes censé être initié en terminale est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle, lorsque je vois nos collègues qui enseignent la philosophie en classe terminale, j'ai grande confiance. Parce que c'est l'enseignement de la philosophie qui est le plus important. Si quelqu'un décide de faire de la philosophie et qu'il va à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour en faire, ou qu'il va en France, ou qu'il va ailleurs, il fera de la philosophie, il trouvera d'excellents professeurs partout, il aura la chance d'avoir Ballot comme professeur. En revanche, moi, celui qui m'intéresse le plus, ou celle qui m'intéresse le plus, c'est celle qui ne fait de la philosophie qu'en terminale et qui ensuite ne va plus en faire. Mais je voudrais que l'enseignement que cette personne reçoit en terminale soit un enseignement qui l'accompagne toute sa vie. Et que la disposition philosophique qui est la sienne l'accompagne dans toutes les études que cette personne va faire, même si ce n'est pas de la philosophie. C'est pour cela que c'est l'enseignement le plus important. Et l'une des missions à laquelle je tenais le plus quand j'étais en fonction ici à Dakar, c'était ma mission comme inspecteur d'enseignement
où j'allais dans les classes de terminale, je rencontrais nos jeunes collègues et je poursuivais avec eux la conversation sur l'importance de ce qu'ils faisaient, l'importance de leur propre mission d'enseignement de la philosophie en terminale. Et c'est cela, l'esprit dans lequel Al-Afghani pensait les intellectuels du monde musulman. Il leur disait, il est important que vous compreniez que l'esprit de la philosophie, c'est l'esprit même de l'humain. Que l'esprit de la philosophie, c'est l'esprit du temps, tel qu'il change. Et saisir la direction du monde, comprendre la destination du monde, personne ne le peut, mais la philosophie a vocation, au moins, à projeter le maximum de lumière possible sur cette marche du monde. Et c'est donc un bienfait total que d'être initié à l'enseignement de la philosophie. Et c'est ce que Afghani voulait pour le monde musulman. Ça, c'est un premier aspect de la signification qu'il donnait à l'enseignement de la philosophie. L'autre aspect, évidemment, c'était aussi un aspect d'émancipation, un aspect de libération. J'ai dit tout à l'heure qu'Al-Afghani était surtout un activiste. C'est quelqu'un qui, du coup, n'avait pas le temps d'écrire véritablement de longs livres, des ouvrages considérables. Il n'écrivait presque que des articles et quelques essais philosophiques très courts, ou bien alors il donnait des conférences. Parce qu'il était un activiste avant et par-dessus tout, opposé au colonialisme et opposé à la pétrification dans laquelle le monde de l'islam était alors entré. Il rappelait aux musulmans que vous n'avez pas le droit, vous, musulmans, d'être dans l'état où vous êtes, qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui vous soyez colonisés par l'Europe, parce que, en principe, vous avez la responsabilité de porter l'éducation à son degré le plus élevé, à son niveau le plus élevé. Et c'est cela qui fait que l'éducation que vous recevez à la Maison de la Sagesse est une éducation à laquelle je suis extrêmement attentif. Et c'est cela la deuxième raison pour laquelle la Maison de la Sagesse est véritablement ma maison. En dehors du voisinage, il y a le fait que je me reconnais, je reconnais ce que j'essaye de faire moi-même dans la mission que s'est assignée cette école. Et c'est la raison pour laquelle, dès lors que vous m'invitez, je réponds toujours la veille et je me précipite pour venir à votre rencontre. J'ai promis d'être court et je vais donc m'en arrêter là parce que ce que je trouve le plus important, ce sont les questions que vous avez et les commentaires que vous avez. Merci infiniment. Merci, professeur. Comme vous l'aviez promis, vous avez également été bref, mais d'une brièveté quand même qui nous enseigne beaucoup de choses. Je ne m'aventurerai pas à résumer que ce que vous avez fait en clair. Il faudra juste retenir que si on vous comprend bien, vous avez présenté la philosophie comme étant un esprit. Et dès l'instant que la philosophie devient esprit, elle sort d'elle-même pour aller irradier, pour reprendre un terme de Aliouba. Donc je salue la présence ici, qui a écrit un livre sur l'islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne. Et donc il utilise dans ce livre-là ce mot, que l'esprit philosophique irradie en fait les autres disciplines pour tendre vers cette émancipation qui est la notion sur laquelle vous avez terminé votre intervention. Je salue également la présence de professeur Badondoy, qui est notre directeur de thèse à nous tous, également la présence de monsieur Oumangou, professeur de philosophie au lycée d'excellence de Diourbel. Alors j'avais salué Papou Yambaï, ce n'est donc pas une dette. Donc pour résumer la pensée, pour résumer en fait le discours du professeur, je pense que c'est ça, la philosophie est esprit. Et après avoir été esprit, elle sort d'elle-même pour irradier les autres disciplines et pour donc faire tendre vers cette émancipation. Alors, comme on peut maintenant passer à la discussion, on va juste faire passer la parole parmi la foule, ok, et donc prendre quelques interventions qui pourraient être des questions ou des interventions pour vous, et puis après, on va essayer de voir ce que ça va donner après.
Pour organiser le tout, on va commencer par une liste de juste 5, je pense voilà, 5 interventions. Après, si le temps nous le permet, on va continuer avec une autre liste de 5 et puis voir quand on pourra s'arrêter. Merci beaucoup pour ces questions et ces éclairages que vous avez apportés en les posant. D'abord, je commence par ce qui a été dit en dernier lieu par notre ami Sherfal, quand il a parlé de la performance absolument impressionnante des élèves. Je voudrais dire à quel point effectivement cela m'a impressionné et à quel point j'ai été, mais alors, complètement époustouflé en vous écoutant expliquer d'une manière aussi lumineuse les notions d'universalité latérale, etc. Désormais, quand j'essaierai d'expliquer ma propre pensée, je me méfierai en me disant, je ne sais pas ce qu'en penseraient les élèves de Bayt el-Hikma. Je vous confie mon travail, vous êtes maintenant les gardiens de la pensée de l'universel et c'était véritablement impressionnant de vous entendre. Je soupçonne quelques professeurs de ma connaissance d'être derrière cette magnifique intelligence que vous avez de ce que j'ai essayé de faire dans mon travail. Et je remercie infiniment vos professeurs pour cela. Vos questions sont tellement intéressantes que je sens que je vais être bavard, ce que j'essaie en général d'éviter. Donc, si vous m'accordez d'être ici jusqu'à 2 heures du matin, voici ce que je vais dire en réponse aux questions que vous avez posées. Ne vous inquiétez pas, les palettes et les oreillettes vont rentrer à la maison à temps. Alors, chère présidente Salimata, la question que vous posez est une question effectivement très importante. Quel conseil aujourd'hui pour essayer de vivre pleinement dans le monde qui est le nôtre? D'abord, essayer de le comprendre, malgré le caractère chaotique qu'il peut avoir aujourd'hui, et essayer de déterminer une direction à donner à nos réflexions et à nos actions. Il y a 3 points qui me semblent absolument importants dans le monde que nous vivons et des points auxquels il faut accorder la plus grande attention. Le premier point, c'est que nous sommes sortis d'une pandémie. Le deuxième point, c'est que nous vivons une crise environnementale absolument sans précédent. Et le troisième point, c'est que nous sommes aujourd'hui des auteurs de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, recherches dont nous ne savons pas sur quoi est-ce qu'elles vont déboucher. Sur ces 3 points-là, il faut construire une intelligence de notre monde et construire une réflexion philosophique qui soit accordée à ce monde et aux problèmes qui se posent dans ce monde. Très rapidement, que nous a enseigné la pandémie? La pandémie nous a enseigné que nous sommes une seule et même espèce humaine. En une nuit, le virus du corona a fait le tour de la Terre, nous apprenant que nous vivons dans un monde tout à fait fini et un monde tout petit, et que nous sommes une seule même espèce à la merci des virus qui pourront nous attaquer, qui nous ont attaqués et qui pourraient nous attaquer dans le futur. Au moment où, à New York, il avait été décidé par le gouverneur de New York de fermer les aéroports, c'était en fait le président Trump qui avait décidé de fermer les aéroports aux avions venant de Chine, le virus était déjà en Europe et c'était les Européens qui l'amenaient sur la côte est des États-Unis et pas la Chine. Dans le cas de la Chine, c'était plutôt la côte ouest. Bref, ce que cela nous enseigne, c'est que nous sommes une seule et même espèce. Nous nous divisons en nations et en tribus, mais pour le virus, nos nations et nos tribus comptent pour rien. Et les murs que nous pouvons élever, transformer nos frontières en murs, ne nous protègent pas de ce qui pourrait nous arriver. C'est la même chose que nous enseigne la crise de l'environnement. Si le Brésil fait du mal à la forêt amazonienne, c'est la respiration du monde entier qui en souffre.
C'est-à-dire que nous faisons face à une crise qui est absolument sans précédent, même à l'échelle géologique. Les humains n'ont jamais été jusqu'à présent une force géologique. Nous habitions la Terre, après l'ère géologique, puis l'ère zoologique et l'ère de l'hominisation, nous avons peuplé la Terre, nous nous sommes répandus un peu partout en partant du berceau de l'humanité qui est l'Afrique, etc. Mais nous n'avons jamais constitué une force géologique. Alors que maintenant, nous sommes devenus une force géologique. C'est-à-dire que nous avons une capacité de destruction de notre planète qui est exactement la même, sinon supérieure, aux forces de destruction géologique qui ont fait disparaître les dinosaures. Cette Terre était habitée par toutes sortes de familles de dinosaures. Les dinosaures ont disparu dans on ne sait quelle catastrophe géologique. Nous sommes en mesure aujourd'hui, simplement en vivant, non pas en faisant éclater des bombes, rien du tout, simplement en vivant comme nous continuons à vivre, de créer des changements géologiques tellement énormes que nous pouvons détruire notre planète. Ça aussi, c'est une leçon dont il faut que nous sachions tenir compte. C'est une leçon qui nous administre l'idée, cette notion, que nous sommes une seule et même espèce, une toute petite espèce. Donc ces deux choses, ces deux points que je viens de souligner, appellent la même réponse. La conscience précisément que nous sommes une seule et même espèce. Et l'action qui va reposer sur la constitution d'une politique qui soit la politique d'une espèce commune. Elle a des difficultés, elle passe par des hauts et des bas. Nous voyons ce qu'il en a été, par exemple, de la conférence de la COP28 qui vient de se terminer à Dubaï. Voilà le genre de choses que signifie avoir le sentiment d'être une seule et même espèce et qu'il nous faut inventer une politique de l'espèce, une philosophie et une politique de l'espèce. Et voilà un renouvellement de l'ancienne doctrine philosophique qu'on appelle le cosmopolitisme. Si on parle à un philosophe, qu'on lui demande ce qu'est le cosmopolitisme, il y a eu un cosmopolitisme stoïcien. Les stoïciens avaient le sentiment que le cosmos était un, c'est-à-dire que nous, humains, nous faisions un avec le cosmos, parce que le même principe qui était à l'œuvre dans le cosmos était le principe directeur qui nous guidait. Nous étions en symbiose avec le monde et il nous fallait apprendre à être citoyens du monde. Au fond, cette leçon philosophique qui nous vient du stoïcisme, c'est une leçon que nous devons traduire, un terme dont vous avez souligné vous-même l'importance, que nous devons traduire dans les termes qui sont les nôtres aujourd'hui et inventer un cosmopolitisme, une notion de citoyenneté du monde qui nous permette de faire face aux deux défis que je viens d'indiquer. Cela est important. Cela ne signifie pas ignorer que le monde est inégal. Ce n'est pas parce qu'on va vouloir que l'humanité soit une que l'on effacera tout ce qui empêche cette humanité d'être précisément une. C'est la raison pour laquelle la conséquence politique, c'est qu'il faut se battre. Et il faut se battre contre les inégalités. Il faut se battre contre les inégalités au sein des nations et contre les inégalités entre les nations également. Et c'est cela la signification de cette humanité qu'il nous faut construire. C'est la même signification que le fondateur du Parti socialiste et communiste, puisque la différence n'avait pas été faite à cette époque-là, Jean Jaurès avait vu. Lorsqu'il a créé un journal qu'il a appelé l'Humanité, et il a écrit dans son éditorial que l'humanité est un but, ça doit être notre tâche, et constituer l'humanité, c'est nous sentir chacun d'entre nous, chaque peuple comme une simple parcelle d'humanité, et qu'il nous faut reconstituer. Comme socialiste, il avait bien le sentiment que ceci n'allait pas de soi, qu'il fallait également se battre, c'était un combat politique qu'il fallait mener contre les inégalités, mais voilà une direction qui nous est imposée aujourd'hui, que nous devons pouvoir penser philosophiquement et qui doit orienter notre action. Construire une cosmopolitique nouvelle, une politique de l'humanité. J'ai parlé d'un troisième terme qui est l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que c'est important? Aujourd'hui, il y a un brouhaha énorme autour de l'intelligence artificielle. On ne parle que de cela. Vous ouvrez le moindre journal, il y a au moins un article concernant l'intelligence artificielle.
on en parle d'autant plus qu'on ne sait pas véritablement grand-chose là-dessus. On sait simplement quels sont les principes. Le principe, c'est qu'on s'est engagé depuis longtemps, c'est d'ailleurs mes premiers travaux en philosophie concernaient ce domaine-là, on s'est engagé depuis longtemps dans une forme de mécanisation de l'intelligence. Une intelligence mécanique, chez nous, certaines de nos procédures intelligentes sont des procédures absolument mécaniques. Si je dis tous les humains sont mortels, les Dakarois sont humains, vous allez conclure tous d'une voix unique, les Dakarois sont mortels. Parce que la conclusion, tirer une conclusion à partir de prémices données, est une opération mécanique. De mécanique, il est facile de passer à machinal, c'est-à-dire avoir une réalisation par une machine physique de ces procédures mécaniques. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons atteint un seuil qui est tel que nous ne savons plus quelles sont les procédures intelligentes qui nous appartiennent en propre et qui ne peuvent pas appartenir à une machine. Autrement dit, les vieilles définitions philosophiques de l'humain en termes de genre et de différences spécifiques. On inscrit l'humain dans son genre en disant c'est un animal et on accorde sa différence spécifique en disant qu'il est rationnel. C'est-à-dire que dans l'ensemble des animaux, on distingue un sous-ensemble qui est une espèce, qui est le sous-ensemble des animaux rationnels et les humains avaient cela. Or, il y a deux directions qui sont en train aujourd'hui de questionner cette notion de notre humanité. Il y a d'abord le fait que la frontière entre les animaux et nous n'est pas si étanche qu'on pouvait le croire. L'idée qu'il y a une frontière radicale assignable à nos procédures intelligentes par rapport à des procédures intelligentes chez les animaux, cette frontière-là a bougé et elle bouge au gré de la connaissance que nous pouvons avoir du monde animal. Nous sommes à une époque où précisément nous sommes redevenus attentifs au vivant animal, au vivant en général, qui n'est pas simplement le vivant humain. Et de l'autre côté, nous avons cela, la machine, qui non seulement imite à la perfection nos procédures intelligentes, mais aujourd'hui est en mesure de réaliser des performances que l'on croyait être réservées à l'humain, parce que ces performances n'étaient pas supposées relever précisément de ce qu'il pouvait avoir de mécanisable et de machinal en nous. Tout ce qui est notre intelligence émotionnelle, comme on pourrait l'appeler, ou bien notre imagination créatrice, nous avions le sentiment que ceci continuait encore à être le propre de l'homme. Ce que l'intelligence artificielle a introduit aujourd'hui, ce que des transformers, Generative Pre-trained Transformer qu'on appelle GPT, ChatGPT, ce que ces choses-là ont introduit, c'est l'idée précisément que même la créativité, même cette intelligence créatrice, cette imagination créatrice peut parfaitement être reproduite par la machine, selon ses propres termes. Ça veut dire que nous avons le sens que nous, puisque nous avons parlé de traduction, que nous traduisons parce que nous saisissons un sens. La machine traduit sans savoir ce qu'elle fait, mais elle le fait parfaitement et elle le fait de mieux en mieux, elle le fait souvent mieux que nous. Et donc, selon ses propres termes, elle peut parfaitement imiter l'intelligence humaine. Et comment direz-vous que nous avons une intelligence différente de celle du robot? Qu'est-ce que vous entendez par différent? Parce que si les deux sont indiscernables dans leurs effets, l'indiscernabilité, c'est le contraire de la différence précisément. Or, les recherches dans ce domaine et les algorithmes qui sont construits sont tels que ces algorithmes peuvent s'auto-saisir et au fond continuer à apprendre et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Ceux qui sont le plus alarmés par les conséquences possibles de l'intelligence artificielle sont les chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas simplement être catastrophiste ou dramatique de dire que nous ne savons pas où nous allons, c'est une vérité que nous ne savons pas où nous allons. Quand les acteurs, le monde de Hollywood, l'industrie du cinéma de Hollywood, fait une grève qui dure plus de 100 jours pour exiger, entre autres, que l'intelligence artificielle n'entre pas dans les métiers du cinéma, ou quand l'association des traducteurs en France veut exiger que l'on n'utilise pas l'intelligence artificielle pour les traductions dans le domaine
de l'industrie du livre ou de l'industrie de l'image des vidéos, on voit bien que le monde est en train de changer de base, comme on chante dans l'international, avec l'arrivée de cette intelligence-là. Voilà très rapidement, enfin très longuement justement, ma chère Salimata, un certain nombre de réponses qu'appelle votre interrogation, parce que c'est une interrogation grave, mais c'est celle-là qu'il faut poser. Penser notre monde aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? C'est véritablement penser beaucoup de questions, mais surtout penser ces trois grandes questions-là. Et je suis heureux que vous ayez posé la question en ces termes. Il faut que nous évitions de penser que parce que nous sommes en Afrique, dans un monde sous-développé, les seules choses que nous avons à penser, ce sont les choses qui nous entourent immédiatement et qu'il faut que nous nous occupions de notre nombril et de nos petits problèmes locaux. Il faut que nous marquions la présence africaine, pour reprendre le titre de cette maison d'édition, la présence africaine dans le monde, sur les affaires du monde. Il faut que nous pensions la totalité. On ne peut pas être le penseur de sa propre partie, s'enfermer dans son propre épistémé. Il faut pouvoir penser la totalité, c'est ce qu'exige de nous la philosophie, raison pour laquelle je suis si heureux de votre question et si heureux d'avoir longuement conversé avec vous sur cette question. Cher Fatou Aïdara, vous avez 1000 fois raison de poser la question de savoir pourquoi les musulmans ne sont pas à l'aise avec la philosophie. Et ceci est arrivé dès l'origine. Quand le monde de l'islam s'est développé, le monde de l'islam, comme vous le savez, a d'abord été un monde mécois, puis un monde mécois-médinois, avant d'être la péninsule arabique, et ensuite d'avoir une expansion extrêmement rapide qui avait commencé sous le calife Omar et qui s'est poursuivie avec les Omeyyades. Les Omeyyades étaient de grands bandits la plupart du temps, mais c'était également de grands guerriers, de grands militaires. Eh bien, cette expansion a fait que le monde de l'islam s'est incorporé un certain nombre de centres intellectuels où la philosophie était enseignée, où la philosophie était une tradition intellectuelle. La philosophie grecque, évidemment, Aristote pour l'essentiel, Platon, le néoplatonisme, le stoïcisme, etc. Et la question s'est posée au monde musulman, qu'est-ce que nous allons faire avec ces centres intellectuels? Voilà des gens qui se présentent comme amoureux de la sagesse, puisque c'est ça, comme vous le savez, l'étymologie du mot philosophie. Et la question était la suivante, nous sommes musulmans, nous avons le texte de la Révélation et nous connaissons le Dieu unique. Ces gens-là sont des païens qui ne connaissent pas le Dieu unique, et comment peuvent-ils avoir une sagesse qui pourrait avoir de l'importance pour nous autres musulmans? Voilà ce qui était la grande question, et cette espèce d'hésitation ou de scepticisme profond et de rejet parfois du monde musulman vis-à-vis de la philosophie, alors que cette philosophie était inscrite en leur sein, parce que physiquement, les centres où on philosophait étaient des centres incorporés dans le monde de l'islam. Deux réponses possibles. Une première réponse d'enfermement sur soi et de rejet. Vous dites, ils ne peuvent pas avoir une sagesse qui est importante pour nous, puisqu'ils sont des païens, eh bien, ignorons ce qu'ils font. Cette attitude n'était pas réaliste, parce que des gens avaient déjà commencé à faire des traductions. Vous savez, les intellectuels n'attendent pas qu'on leur donne la permission pour s'intéresser à quelque chose, et c'est heureux. Et donc, ça veut dire que la philosophie était déjà entrée. Mais il restait à avoir cette sorte de réponse officielle. La deuxième forme de réponse, c'était de dire, vous savez, notre religion nous commande d'aller à la poursuite du savoir, quels que soient les porteurs de ce savoir. Le monde ancien a produit des connaissances philosophiques, c'est-à-dire à l'époque, ce n'était pas simplement la spéculation, c'était aussi bien l'astronomie, la mathématique, la médecine, etc. A produit des connaissances, il nous appartient de nous approprier ces connaissances en respectant précisément cette parole prophétique qui dit « Al-hikma dalatul mu'min fa haythu wajaduha fa huwa ahaqqu biha » La parole de sagesse qui correspond à votre école, au nom de votre école justement, est la propriété perdue du musulman
partout où il la trouve, il y a droit plus que quiconque. Et cette parole a été une parole qui a, au fond, orienté la direction qui a été prise par le monde académique, le monde de la connaissance des musulmans, qui se sont mis à traduire la philosophie grecque, d'abord à partir de la langue syriaque en arabe, puis directement du grec en arabe. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les premiers khalifes qui ont encouragé ce mouvement de traduction, ont créé une maison qu'ils ont appelée la Beit al-Hikmah, comme votre école, la maison de la sagesse. Et cette maison de la sagesse était consacrée à la traduction de la philosophie grecque. Donc ça, c'était au début. Hésitation, refus, puis finalement incorporation et appropriation. Mais la tension entre ouverture et fermeture n'a jamais arrêté. Elle s'est toujours répétée dans des termes différents selon les moments de l'histoire des sociétés musulmanes. Et cela continue encore aujourd'hui. L'hésitation entre fermeture et ouverture est encore réelle. Jusqu'à une date très récente, dans un pays comme l'Arabie Saoudite, vous n'enseignez même pas la théologie, je ne vous parle pas de la philosophie, vous n'enseignez même pas la théologie, le kalam, parce que la théologie, c'était déjà, en quelque sorte, argumenter, utiliser le raisonnement, et ça n'allait pas très bien avec le respect des dogmes de la religion. Et on vous répétait à l'envi ce proverbe qui dit « Mantamandaka tazandaka ». Si vous vous lancez dans la logique, dans le mantiq, vous risquez de tomber dans le zindiq, dans l'infidélité. C'est pour vous dire que cette tension a toujours existé et elle a accompagné, ça a été une sorte de dialectique dans le monde musulman pendant très longtemps. Et c'est dans ce cadre-là que s'est passée l'intervention d'Al-Afghani dont je vous parlais. Al-Afghani, c'était pour le XXe siècle, donc pour la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, un autre moment de cette dialectique continue entre ouverture et fermeture, et il appelait, son appel pour la philosophie et pour l'enseignement de la philosophie était un appel pour cet esprit d'ouverture. Et il s'agissait d'expliquer aux musulmans que non seulement la philosophie n'allait pas à l'encontre de leur religion, mais que la philosophie était aussi un moyen, au fond, de renforcer leur foi en cette religion en approfondissant les questions de ces religions. Et je mets ici en relation votre question, cher Fatou Aïdara, et celle de notre ami cher Maguette Fall, parce que quand il dit philosophie et religion, comment est-ce compatible alors que la philosophie consiste à tout remettre en question? La meilleure réponse qu'on puisse faire, c'est de donner l'exemple de quelqu'un de très respecté dans le monde de l'islam, qui est l'imam Al-Ghazali. Comme vous le savez, il est tellement respecté, son surnom est, soit on l'appelle imam Ghazali, un terme honorifique, ou bien Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam. Et l'imam Ghazali a, de manière fameuse, dit que qui ne doute pas, n'examine pas, et qui n'examine pas, ne croit pas. Il faut pouvoir questionner. C'est inscrit dans notre humanité. L'humain, c'est l'animal qui questionne. Il est inscrit dans notre humanité que nous voulons comprendre le pourquoi des choses. Et l'imam Ghazali dit c'est une excellente chose. Il faut pouvoir questionner et pour cela, il faut pouvoir douter. À un moment donné, vous vous dites, mais j'ai toujours reçu comme fait avéré et comme vérité établie un certain nombre de propositions ou un certain nombre de croyances. D'où est-ce que je les tiens? Dans quelle mesure est-ce que ces croyances sont fondées? Voilà simplement la démarche philosophique. Et essayer d'apporter une réponse à ces questions-là, ou en tout cas savoir pourquoi vous ne pouvez pas y apporter de réponse, c'est une démarche qui doit pouvoir vous permettre d'approfondir la foi qui est la vôtre. C'est la raison pour laquelle, même si l'imam Ghazali a attaqué à un moment donné les philosophes, il a également toujours eu lui-même une approche très philosophique des choses, et il a surtout dit la chose suivante, c'est que si vous vous mettez à dire
que vous êtes contre la philosophie et contre les différentes disciplines qui font partie de la philosophie, la mathématique, etc., vous allez faire que l'on va parler mal de votre religion parce qu'on va considérer que votre opposition à ce qui est pourtant évident est une opposition simplement obscurantiste et que donc votre système de croyance est un système lui-même obscurantiste. Monsieur le vice-président du club de philosophie, merci Fallou Diop d'avoir posé la question de la traduction comme médiation culturelle. En effet, nous sommes, c'est notre condition humaine, c'est d'être des humains, on va dire, post-babéliques. Vous savez que dans la Bible, il est dit que les humains, à un moment donné, ont construit la tour de Babel, ont été tellement arrogants qu'ils ont en quelque sorte défié Dieu en construisant cette tour et que pour les punir, non seulement Dieu a détruit leur tour, la tour de Babel, mais les a dispersés par toute la terre en faisant en sorte que leur langue commune soit désormais perdue. La langue qu'ils avaient héritée de leur père, Adam, et de leur mère, Ève, s'est perdue, et donc les humains ne parlaient plus la langue adamique, chacun d'entre eux avait sa propre langue. Et ils sont devenus donc, les humains, des tribus et des nations différentes, ne pouvant pas se comprendre. Mais que signifie se comprendre d'une langue à l'autre? Eh bien, c'est traduire. La traduction est le pont que l'on construit entre des réalités dont on reconnaît qu'elles sont des réalités différentes. C'est-à-dire que vous partez du pluriel du monde, du pluriel irréductible du monde. Il n'y a aucune langue qui est la représentation du logos par excellence et que donc tout le monde devrait pouvoir apprendre. Il n'y a que la multiplicité des langues. Les langues sont multiples et c'est un fait. Mais c'est aussi un fait que non seulement les langues sont multiples en tant qu'outil de communication, mais qu'elles sont multiples également en tant que vision du monde. Une langue n'est pas seulement un ensemble de mots avec des significations et des règles de grammaire. Une langue, c'est également une certaine relation au monde, un certain rapport au monde, une certaine manière que nous avons de nous inscrire dans le monde. Quand vous avez la chance de parler des langues différentes et appartenant à des systèmes linguistiques radicalement autres, vous pouvez voir que d'une langue à l'autre, vous n'avez pas la même relation aux choses et aux différentes manières de parler de ces choses. Et donc, comment faire en sorte qu'entre ces visions du monde, entre ces différences culturelles, s'établissent des ponts par la traduction. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, et vous l'avez d'ailleurs, je remercie les étudiants qui l'ont parfaitement illustré dans leur propos, pour moi, c'est en effet la meilleure représentation possible d'un universel latéral, d'un universel horizontal, d'un universel qui ne nie pas le pluriel du monde, mais part du pluriel du monde, tout en affirmant que ce pluriel du monde se projette sur un horizon d'universalité. Je vais pouvoir aller plus vite maintenant. Il ne me reste plus que la question de Yassine Ly, puisque j'ai parlé de celle de Cheikh Arefat. Alors, sur Socrate et Platon. Vous avez raison de dire que d'une certaine façon, Socrate est la création de Platon, bien que Socrate ait été le maître de Platon. Mais Socrate, justement, n'a pas écrit, n'a rien écrit. Il a simplement enseigné un enseignement oral qui a été reconstitué par Platon. Et de ce point de vue-là, en effet, Socrate se retrouve être, en quelque sorte, la création de Platon. Et vous avez raison aussi de dire que, même si ce n'est pas véritablement une mise en cause par Platon de la philosophie de Socrate, ça a toujours été son maître, il y a une radicale rupture dans l'attitude qui était celle de Platon, en particulier après la mort de son maître Socrate. Platon ne pouvait plus avoir de respect pour la ville d'Athènes, puisque cette ville d'Athènes, selon lui, avait mis à mort le meilleur des humains en son temps, puisque Athènes avait trouvé le moyen d'avoir des lois qui condamnaient Socrate à mort et des lois qui ont fait mourir Socrate. D'où le scepticisme qui est celui profondément de Platon et que l'on et que l'on sent d'ailleurs apparaître dans la République. Et Platon, à la différence de Socrate, était quelqu'un de moins accommodant que Socrate. Socrate était accommodant à tel point qu'il a accepté sa condamnation.
Socrate, quand il a été d'abord convoqué au tribunal, n'a pas dit « je ne reconnais pas le tribunal, je n'y vais pas », il y est allé. Quand il a été condamné et que ses disciples, qui se trouvaient dans toutes les couches de la société, se sont avérés suffisamment puissants pour le faire sortir de là, il a dit « mais vous n'y pensez pas. Si les lois de mon pays disent « toi, Socrate, qui as toujours prêché le respect des lois, tu nous remets en question », cela, je ne peux pas l'accepter, y compris si ces lois sont injustes. Ce sont les lois sur lesquelles la cité a été construite et c'est la raison pour laquelle il faut les respecter. Eh bien, Platon n'était pas dans les mêmes dispositions. Platon a essayé d'être un conseiller des princes, d'orienter la politique de son pays, précisément parce qu'il y avait profondément chez lui ce dépit et ce scepticisme politique qui fait d'ailleurs, si vous lisez La République, pour lui, les choses sont de toute façon condamnées. La perfection de la République ne peut être qu'au début. Et puisque cette perfection, si elle existe, si elle peut exister, est inscrite dans un monde du devenir, le monde du devenir, c'est le monde de la détérioration radicale et inévitable. Donc nous allons forcément vers la tyrannie. L'aristocratie, d'abord le roi, le philosophe roi, va dégénérer en aristocratie, qui va dégénérer en oligarchie, qui va dégénérer en démocratie. La démocratie, c'est la pire des choses. Et c'est la dernière étape avant la tyrannie. Mais ce déclinisme qui est la marque du platonisme, cette idée que les choses ne peuvent qu'aller de pire en pire, ce n'était pas l'esprit de Socrate de ce point de vue-là. Et vous avez 1000 fois raison de dire qu'il y a une sorte de révolte platonicienne contre l'esprit d'accommodement de son maître Socrate. Voilà. Bonjour à tous, bonjour au professeur. En fait, je n'étais pas venu pour parler, je suis plus pour organiser. Mais comme Madame Silla m'a donné la parole, ces envies sont des ordres pour moi, donc je suis obligé de concocter quelques mots, peut-être en guise de conclusion. Je vais faire une anecdote, une chose que je n'ai jamais dite, mais que je vais dire aujourd'hui pour la première fois. Si j'ai choisi la philosophie, c'est grâce au professeur Souleymane Bachir Diagne. Peut-être qu'il a oublié, dans les années 2000, 2002 précisément, j'étais au lycée Seydina Limamou Laye, en seconde. Il était venu animer une conférence sur les premières modalités d'approche du réel. Au lycée Seydina Limamou Laye. Et en élève de seconde, j'ai été animé par cet amour du savoir. J'ai assisté et après je me suis dit, bon, je ne sais pas encore ce que je veux faire, mais c'est ça. Je ne connais pas la philo, je ne sais pas la nommer ni la définir, mais c'est exactement ce que je veux faire. Et depuis, j'ai choisi la philosophie. Et aujourd'hui, je suis devenu professeur de philosophie grâce à lui. Donc, je le remercie et je pense que aussi c'est une bonne conclusion pour tous les élèves qui l'ont entendu parler et l'ont écouté pendant longtemps. Voilà, sa manière de philosopher est quelque chose d'unique. Sa simplicité, nous qui enseignons la philosophie en classe terminale, nous avons énormément de difficultés à trouver les mots qui vous touchent, les mots qui vous parlent. Et lui, naturellement, en souriant, il arrive à vous transmettre cet amour de la sagesse-là. On se sent tellement petit devant lui, donc voilà, on lui donne la parole et on ne parle plus. Voilà. Merci professeur et bienvenue à tous.
Écoutez, c'est une initiative qui m'émeut et me touche beaucoup. Je connaissais cette école qui s'appelle elle-même Maison de la Sagesse. Je l'ai visitée à 2 reprises déjà. Et c'est un plaisir d'aller à la rencontre des jeunes élèves qui sont au lycée, qui sont en classe terminale ou même des classes avant la terminale pour parler avec eux de philosophie. Et j'ai beaucoup apprécié, non seulement ils ont créé autour de mon travail, autour de ma personne, une cérémonie qui m'émeut profondément, mais en plus les questions qu'ils ont posées ont été des questions très importantes qui m'ont demandé réflexion et j'ai été heureux de partager quelques réponses avec ces élèves. Comme je l'ai dit, j'attache la plus grande importance à ceux qui font de la philosophie en terminale et qui n'en feront plus par ailleurs. Parce que je voudrais que cette classe de philosophie qui est la leur les habite et les oriente pour le reste de leur existence. Il y a ceux qui feront de la philosophie leur spécialité. Cela, n'en parlons pas. Mais ceux pour qui ce n'est pas leur spécialité, mais qui acquièrent à ce moment-là une culture philosophique qui va les accompagner tout le reste de leur vie et qui va faire, par exemple, qu'ils vont s'intéresser à des ouvrages de philosophie, même si eux-mêmes n'ont pas continué des études de philosophie. C'est là que se trouve véritablement l'aspect le plus essentiel de l'enseignement de la philosophie et c'est la raison pour laquelle je suis toujours heureux d'aller à la rencontre des élèves. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez assisté à la conférence de professeur Souleymane Bachir Ndiaye devant une multitude d'élèves de classes de terminale et de différents horizons scolaires. Et c'était un honneur pour Télécole de participer à cet événement parce que nous ressortons de là avec beaucoup d'enseignements. Et le professeur, vous l'avez entendu, a mis l'accent sur l'importance d'enseigner la philosophie en classe de terminale parce que cette philosophie-là va accompagner les apprenants et les étudiants dans les disciplines futures, même si forcément ils n'auront pas besoin de cette filière-là qui est la philosophie. Alors c'était un honneur pour Télécole de couvrir cet événement et nous vous disons à très bientôt.